C'est toujours le choix du patient de refuser ou de se retirer. Parce qu'il faut que vous sachiez quelles sont les ramifications, aussi quelles sont les conséquences si vous continuez ou si vous arrêtez ce test-là, de participer à ce test. Et puis, sachez toujours ce qui se passe. Parfois, les médecins vont vous mettre pratiquement à la porte de leur cabinet, mais il faut que vous sortiez en ayant des réponses à vos questions. Si vous glanez de l'information sur l'Internet, il faut vous assurer si cette information-là est fiable. Alors, allez voir l'oncologue, le médecin, qui sont bien sûr en excellente position pour répondre. Mais si vous avez aussi un centre d'information sur le cancer autour dans votre quartier, ça aussi, ce sont de très bonnes ressources. Et puis, n'oubliez pas l'importance du médecin de famille. C'est une excellente ressource. C'est sûr qu'ils ne sont pas spécialisés en cancer. Ils vont peut-être vous dire qu'ils ne savent rien des cancers. Peut-être, c'est la réponse qu'ils vont vous donner. Mais ils reçoivent quand même des copies de toutes vos communications, de vos dossiers. Donc, toute l'information peut être recueillie par le médecin de famille. Et c'est sûr que dans certains cas, il y a des coûts, mais ça vaut la peine de demander les dossiers et d'y avoir accès, d'avoir une copie. C'est ce que je suggère toujours, aux patients. Obtenez une copie. Ils vont me dire, on ne comprend pas. Mais peut-être vous ne comprenez pas, mais généralement, en parlant autour de vous, vous pouvez vous faire une idée et formuler les questions que vous voulez poser ensuite aux spécialistes. Et puis, il y a une autre partie de la communication qui est très importante. Quand nous sommes anxieux, frustrés ou en colère, nous pensons qu'en fait, nous sommes les meilleurs avocats pour nous défendre. Mais il faut faire attention à l'approche qu'on adopte parce qu'il ne faut pas avoir une attitude oppositionnelle. Parce que c'est souvent très facile de tomber dans cette attitude-là. Et les gens vont dire, mais je ne voulais pas déranger ou faire fâcher qui que ce soit. Et on me dit que j'ai une approche négative. Bon, si on commence à adopter une attitude oppositionnelle, le professionnel de l'autre côté va percevoir votre attitude comme une critique ou comme si vous remettiez en question leur traitement ou leur approche. Alors c'est à ce moment-là qu'ils se mettent sur la défensive. Et donc ça, c'est pas vraiment une approche très positive d'interagir ou d'ouvrir la communication. Donc, faites très attention à la communication. Hier, il y avait une patiente qui était avec moi et je lui disais, faites attention à votre langage gestuel et à votre ton de voix, c'est très important aussi. Pensez comment votre comportement peut être perçu par votre interlocuteur. Et si vous êtes capable de prendre un petit peu de recul et de voir la communication de l'extérieur, sûrement que vous vous rendrez compte que ça va à votre avantage. Mais essayez de ne pas être oppositionnel. Parce que c'est là que, en tant que porte-parole, vous pouvez être perçu par le professionnel de la santé comme indésirable, disons. Donc, c'est sûr que c'est très difficile de garder toujours le contrôle dans le contexte d'une communication. Mais n'oubliez pas que c'est important de mettre tous les points de votre côté parce que c'est de votre vie qu'on parle. Alors, quand vous voulez qu'un professionnel de la santé passe de votre côté, rappelez-vous toujours aussi d'apprécier le travail qu'il fait. Et n'oubliez pas qu'il faut bâtir des ponts et non pas bâtir des murs. Autrement, ça crée des polarisations. Alors ça, c'est ce que j'avais à vous dire en matière de communication. Maintenant, je vais vous parler de quand on va chercher une deuxième opinion. Souvent, les patients me disent « j'ai besoin d'une deuxième opinion ». Et je leur dis « est-ce que vous savez que vous aviez déjà
3 ou 4 ou 6 oncologues qui se sont déjà assis pour revoir votre dossier. Bien sûr, ça varie d'une région à l'autre du pays, mais le rôle de ces tables de consultation professionnelle ne change pas. Alors, si on vous parle de votre équipe de soins de santé, ça veut dire que cette équipe a pris la décision et que 4 ou 5 spécialistes ont déjà revu votre dossier. Et vous recevez uniquement l'information finale qu'une des personnes vous fournit. Mettons l'oncologue qui s'occupe de votre dossier en premier lieu. Donc, si vous voulez vraiment une deuxième opinion, et ça va peut-être vous amener à aller hors de la province. Par exemple, un patient d'Edmonton pourrait aller à Calgary, mais sans doute on lui donnera exactement la même réponse que ce qu'il a reçu à Edmonton. Alors, si vous voulez une autre opinion, une vraie opinion différente, alors peut-être vous allez devoir aller hors de la province et recevoir l'aide d'un représentant des patients ou d'un porte-parole. Peut-être votre dossier, même, vous n'aurez pas à vous déplacer, mais votre dossier peut être envoyé à quelqu'un d'autre pour un deuxième avis, une deuxième opinion. Donc tout ça, c'est possible. Alors on ne peut pas empêcher qui que ce soit d'obtenir une deuxième opinion parce que c'est naturel. Mais l'autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous demandez une deuxième opinion, demandez à la personne qui organise ça pour vous, posez-lui la question, est-ce que ça va retarder mon traitement? Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Parce que parfois, ça peut effectivement interférer ou en tout cas retarder le traitement principal. Et souvent, quand les patients me disent « je voudrais une deuxième opinion », c'est vraiment une question de communication. Donc, je me dis, bon, si ce sont des mauvaises nouvelles qu'il a reçues, il faut peut-être suggérer un autre traitement. Et puis, souvent, le problème à la base de ça, c'est que la personne, par exemple, ne comprend pas l'accent de l'oncologue et donc il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Alors ça, c'est des purs problèmes de communication. Et donc, c'est sûr qu'on va vous dire, on pourra changer votre médecin, on pourra trouver quelqu'un avec qui vous soyez plus à l'aise. Merci beaucoup, Linda. Mary? Bonjour. Mon nom est Mary. Ça me fait bien plaisir de participer à cette conférence aujourd'hui. Dans ma position officielle comme porte-parole pour les clients pour la Société canadienne du cancer, je m'adresse aux gens qui vivent avec le cancer, avec leur famille au quotidien. Mais je suis aussi une fille, une sœur, une mère, une amie, une collègue, juste comme vous. Et la plupart des idées que je veux partager avec vous, je les ai apprises vraiment sur le tas. Et mon but, c'est vraiment de vous épargner de devoir apprendre d'erreurs. Alors aujourd'hui, j'avais prévu de parler de mon bureau à Regina, qui est en proie à la folie du football, mais c'est un peu ironique, mais je me trouve dans la maison de mes parents à Cambridge, Ontario, et parce qu'ils ont été les deux hospitalisés cette semaine. Mais j'utilise cette idée-là, c'est toutes ces histoires de sport qui m'ont fait réfléchir parce que je me dis que c'est vraiment une question d'équipe. La santé aussi, c'est une équipe de personnes qui se met en place pour vous aider à développer une approche. Donc, imaginez que vous êtes le capitaine de l'équipe. À l'attaque, vous avez votre médecin généraliste, votre gynécologue, oncologue, radiologue, etc. Alors cet après-midi, j'aimerais me concentrer sur ce qu'on appelle la ligne défensive. On sait qu'un diagnostic de cancer ouvre tout grand la porte d'un paquet d'émotions. Il y a souvent beaucoup plus de questions que de réponses. Et en fait, la vie de l'individu semble évoluer hors de notre contrôle. On sait qu'on a le support de la famille, des amis, et ça c'est fondamental pour affronter la maladie. Et ça, les gens autour de vous, c'est les gens qui deviennent votre entraîneur, vos meneurs de claque et vos avantages quand vous jouez chez vous. Maintenant, c'est très important d'avoir toute une série de qualités. C'est ce qu'on demande d'un entraîneur, des aptitudes physiques, du tact, de la détermination. Et parfois, son rôle est adapté, le rôle de l'entraîneur est adopté par le partenaire ou la fille ou la personne la plus proche ou qui a le plus de temps disponible.
Et l'entraîneur, le plus habile est celui qui reconnaît ce que le receveur n'est pas capable de verbaliser.